Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouveau live, le deuxième live du Labo 148 en confinement. Donc aujourd'hui, moi c'est Asma ou Louise, voilà, je suis membre du Labo 148. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir un invité, Mawena Yewessi. Bonjour Mawena. Salut Asma. Alors, vous êtes fondatrice du collectif Blacks to the Future et dont on reparlera plus tard dans l'interview. Vous êtes artiste, curatrice et chercheuse en art et philosophie et vous travaillez aussi sur la question de l'afrofuturisme. Merci d'avoir accepté notre invitation et Merci à sans vous. plus attendre, on va commencer. Alors, tout d'abord, je t'ai un peu présenté. Du coup, je vais savoir si toi, tu avais une autre manière de définir. Comment tu te définirais pour nos spectateurs? De manière générale, c'est vraiment ça. Tu as tout bon. Généralement, je me présente en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Et du coup, je viens ou axer sur le fait que je fais de la recherche, ou plutôt sur la dimension artistique, ou au contraire sur la question de la curation. Du coup, j'imagine comme tout le monde, des fois, on se présente juste en étant salut, je m'appelle Asma. Des fois, c'est salut, je m'appelle Asma, je viens de telle région. Salut, je m'appelle Asma, j'aime tel ou Ouais. tel jeu. Donc voilà, c'est un peu pareil. D'accord. Et en cette période de confinement, qu'est-ce que c'est être artiste et être chercheuse en confinement? Est-ce que tu as des projets en cours? Comment ça se passe pour toi? Ok. Du coup, pour moi, être chercheuse en confinement, c'est un peu plus facile que d'être artiste en confinement en ce moment, pour des questions assez bêtes qui sont que j'ai pas mon matos avec moi. Tandis que la recherche, concrètement, j'ai mon ordinateur, j'ai Internet et ça me permet pas mal d'écrire et d'avancer vraiment sur ma thèse. En même temps, je dis ça, mais cette année, du coup, qui est ma première année de thèse à la Villa Arson et à l'Université Côte d'Azur, j'ai un gros projet qui est un projet de film qui a la particularité d'être réalisé par plusieurs artistes que j'invite en plus de moi. Et du coup, je vais quand même pouvoir essayer de dérocher, c'est-à-dire couper un petit peu les rushs ou ce qu'on a filmé de manière un peu brute à partir de la semaine prochaine. Donc, ce n'est pas vraiment de la création, mais ça fait partie du processus de composition. Donc,
c'est pas plus mal. Voilà. Bon, ça va alors. Ouais. Tu vas pas t'ennuyer. Non. Hem, En faisant des recherches, j'étais sur ton site et j'ai vu que tu dis appartenir à, je cite: «À cette génération d'inclassables ou de déclassés dont les pratiques et métiers sont une succession de slash». Alors qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? L'idée d'une génération d'inclassables ou de déclassés, c'est l'idée que, je considère appartenir à cette génération, qui est née, ouais, dans les années 90. Je suis une enfant de l'immigration. De manière générale, en termes de représentation, bah, voilà, je fais partie de ce type de profil, qui, ou sont dans des profils un peu tout faits, et généralement assez caricaturaux. Donc, ces jeunes de l'immigration nés dans les années 90 vont ou être des sportifs et des sportives ou des entertainers, donc des chanteuses, des comédiens, des comédiennes. Et quand on n'est pas tout à fait dans ces cases, en fait, on n'a pas de case du tout. D'où cette idée de: est-ce qu'on est des inclassables ou est-ce qu'en fait on est déclassé selon certains critères préétablis auxquels on n'aurait a priori pas le droit. Donc c'est ça que je dis dans la première partie un peu de cette phrase, et ce que j'essaye aussi de dire à partir de ça, par toute la deuxième partie de la phrase, heu, voilà, c'est slash et c'est métier, c'est l'idée que, bah, toujours suivant ça et mon parcours, personnel, mais aussi celui de mes amis, des personnes, que j'apprécie et qui ont le même âge que moi, bah, de manière générale, quelles que soient nos études, quelles que soient les études qu'on ait faites, à un moment, heu, bah, on travaille la débrouille. C'est-à-dire que, bah, moi, j'ai eu de la chance de faire d'assez longues études. J'ai 2 masters, un en philo, un en gestion de projet culturel, mais j'ai aussi pas mal jobé. J'ai été caissière, j'ai été vendeuse, de prêt-à-porter, j'ai été recruteur de donateurs, j'ai été, serveuse, et pour moi, mine de rien, ça aussi, ça a été des vrais métiers. Ce sont toutes ces choses qui ont permis qu'aujourd'hui, bah, je puisse continuer à faire de la recherche en université, être artiste et continuer à travailler. Du coup, en fait, je peux pas juste me qualifier comme, artiste, chercheuse, comme si tout allait bien et que tout était parfait. Je pense que le fait même que je sois arrivée à cet endroit est aussi nourri de tous ces, petits jobs alimentaires, mais qui font partie intégrante, bah, ouais, de ma vie et de qui je suis aujourd'hui. D'accord. Alors dans ton travail d'artiste, tu as créé un avatar qui s'appelle Maï. Est-ce que tu peux Ouais. nous le présenter, nous dire qui c'est? Ouais. Bah, déjà Maï, c'est assez simple, hein, ce sont mes initiales. Mais Maï, c'était aussi, en fait, Maï est née, a priori, je pense, à partir d'un projet spécifique qui était une invitation à la gaieté lyrique dans un cycle qui s'appelle Afro-cyberféminisme. D'ailleurs, il y a un super site en ligne avec toutes les références qui avaient eu lieu, autour de cet événement. Il y a plein de trucs, il y a des extraits de bouquins de science-fiction, il y a des articles, il y a des films à voir. Enfin, c'est assez génial, donc je sais pas si dans les commentaires ça vaut le coup de l'indiquer. Et du coup, ouais, pour cette commande, j'étais invitée à faire une, conférence, un talk, mais j'en avais un peu marre de faire, voilà, toujours la même présentation un peu Wikipédia de qu'est-ce que l'afrofuturisme aujourd'hui, et j'ai décidé de proposer une performance. Et du coup, cette performance, c'était un peu une manière de questionner, qui j'étais par rapport à l'afrofuturisme et de me rendre compte que, ce qui était intéressant, et ça rejoint aussi cette idée de, génération déclassée, inclassable, bah, que comme tout le monde, heu, je suis plein de personnes à la fois. Hem, Disons que Mawena Yewesi, c'est un peu le véritable moi. Voilà, le moi des amis, le moi qui travaille, et cetera, et que Maï, c'est aussi le moi virtuel. En fait, Maï, c'est un peu le mélange de tous mes avatars sur tous mes réseaux sociaux. Heu, je suis pas tout à fait la même personne, si tu regardes mon profil Instagram, que si tu regardes mon profil Facebook, que, si tu vas regarder, mon LinkedIn. Bon, tout de suite, tu vas te faire une idée assez différente de moi. Et Maï, c'était une manière du coup de pousser la chose, un peu plus loin et de trouver à partir de cet avatar une manière, bah, de me définir différemment, mais aussi de prendre plus de risques. Disons que Maï, jusqu'à une certaine mesure, va pouvoir dire des choses que Mawena ne pourrait pas dire, par exemple.
ou faire des choses que Mawena ne pourrait pas faire. Mais aussi en termes de médium, parce que Mai est justement un avatar immatériel, c'est-à-dire que Mai est fait de pixels, c'est-à-dire que la tête, la figure de Mai peut évoluer sans cesse, c'est-à-dire que la voix de Mai peut évoluer sans cesse, etc. Donc l'idée pour moi, à partir de cet avatar, en fonction des projets, bah, c'est de pouvoir comme ça m'amuser à essayer de pousser un peu cette idée de ne pas être assigné tout le temps à une identité, à un programme, à une manière de faire, à une manière d'être, mais de pouvoir démultiplier et brouiller les pistes. Voilà. Justement, tu parlais de l'afrofuturisme. Donc, tu travailles un peu sur l'afrofuturisme, tu fais des recherches dessus. C'est une notion qui était un peu revenue avec le film Black Panther. Tu pourras nous dire aussi ce que tu en penses. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que ça veut dire l'afrofuturisme? Ok. Alors, je pourrais pas dire ce que c'est exactement. Et c'est aussi ce qui m'intéresse avec l'afrofuturisme. De toute façon, vous allez voir, je suis assez obsessionnelle. Je travaille toujours un peu sur les mêmes thématiques. Mais ce qui m'intéresse, c'est que justement, l'afrofuturisme n'a jamais été défini. L'afrofuturisme, c'est pas un mouvement qui a été créé par un petit groupe de personnes qui ont dit bah, grand 1, l'afrofuturisme, ça va être ça, grand B, l'afrofuturisme, c'est pas ça. En fait, l'afrofuturisme, c'est un terme qui est venu un peu après coup et qui continue de se définir au fur et à mesure. Donc, cela étant dit, le terme, il est né dans les années 90 à partir ou autour de la littérature de science-fiction et notamment de livres de science-fiction qui ont été écrits par des auteurs et des autrices africaines-américaines. Donc, aux États-Unis, des personnes noires qui écrivent de la science-fiction. Et tout d'un coup, on se rend compte que dans les modèles de futur euh, que ces personnes-là proposent, on n'est pas dans les mêmes futurs, dans les mêmes représentations du futur que celles qui sont présentées généralement comme des modèles un peu normaux. Tout d'un coup, les personnages sont pas juste des personnages hyper héroïques, hyper guerriers, mais sont aussi des personnages qui vont avoir ou des activités très domestiques, qui vont pouvoir être des femmes, qui vont pouvoir être des personnes queer. Ce sont des personnes qui vont aller rechercher de la sensibilité, des relations, de l'empathie, et non pas juste cette idée d'une colonisation des espèces intersidérales. Donc voilà, tout d'un coup, il y a plein de choses qui se transforment. Et en poussant un peu la réflexion, on se rend aussi compte que, après tout, c'est ce que fait la science-fiction. C'est imaginer des futurs pour critiquer un présent. Et du coup, ces personnes qui, justement, ont des présents qui ne sont pas des présents normaux, qui sont des présents où, en fait, historiquement, on les a méprisés. Ce sont des présents de personnes qui sont des descendants et des descendantes d'esclaves. Ce sont des personnes qui ont été utilisées pour des tests à grande échelle sur des tests pharmaceutiques pendant des décennies. Ce sont des personnes qui sont tuées par les flics dans les rues. Ce sont des personnes qui sont emprisonnées. Et bah ouais, tout d'un coup, elles imaginent des futurs différents et elles critiquent d'autres choses. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant de manière générale avec l'afrofuturisme. Donc, on a ce mouvement dans les années 90 qui donc s'intéresse à la science-fiction. Mais on se rend aussi compte que si on remonte un petit peu, on découvre, je vais parler que de lui, mais il n'y a pas que lui, on se rend compte qu'un un personnage comme Sun Ra, qui est un musicien qui, lui, est né dans les années 50 à 60, proposer aussi à partir de sa musique, dans sa manière de composer la musique, en mélangeant des instruments traditionnels africains avec les toutes premières machines. Il faut imaginer que l'électro n'existe pas encore à cette époque. On est vraiment au tout début de l'électrification de la funk et du groove. Et que ce mec, il décide comme ça de faire se rencontrer des sonorités différentes pour écrire de la musique différemment et à nouveau déplacer les a priori, les attentes qu'on a sur tel ou tel type de population. Donc ça, c'était un mouvement un peu rétroactif. Et si on essaye d'avancer aujourd'hui et de voir ce qui se fait, l'afrofuturisme, en fait, se développe de plein de manières. Il y a une personne qui s'appelle Ingrid Lafleur, qui est artiste
et qui, en 2017, a brigué le poste pour devenir la maire de la ville de Détroit aux États-Unis. Détroit, c'est une ville industrielle qui a été complètement abandonnée à la fin de l'hyper-industrialisation des États-Unis. Et c'est une ville dont la population à 80% est africaine-américaine. C'est une ville extrêmement pauvre. C'est une ville où il n'y a plus d'infrastructures. C'est une ville où il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de services publics. Et ce qu'elle a proposé, c'était de réunir sa population et de la réengager sur un programme afrofuturiste, au sens là d'essayer de redonner aussi de l'espoir et des imaginaires possibles à une population qui a été complètement abandonnée par l'État. Donc là, tout d'un coup, on est sur un afrofuturisme qui est vraiment un programme politique. Mais en même temps, si on va regarder des choses comme dans la pop culture, oui, tu parlais de Black Panthers. Moi, je trouve pas que c'est un très bon exemple, mais je le dirai juste après. Mais tu as aussi des musiciennes comme Janelle Monáe qui ont vraiment démocratisé la chose. Euh, et là, on est vraiment dans une autre encore manière de voir l'afrofuturisme. Où là, tout d'un coup, l'afrofuturisme, il est d'abord esthétique, il est d'abord queer. C'est une manière de se dire, bah voilà, Black is beautiful, ça retravaille les codes. Mais en même temps, c'est vrai que ça ne va pas pousser ou travailler des imaginaires qui vont être vraiment nouveaux. Ça va juste reprendre ces imaginaires-là et essayer d'y mettre un peu plus de personnes of color. Mais tu as aussi dans des champs vraiment artistiques des personnes comme Tabitha Rezer, Josepha Encham, qui proposent des choses qui, elles, sont des narrations complètement nouvelles, qui viennent complètement transformer ce qu'on considère être de l'art, ce qu'on considère être des relations possibles entre des personnes, ce qu'on considère être des relations possibles avec du non-humain, que ce soit avec des plantes, avec des animaux, qui viennent poser des questions sur l'écologie, qui viennent poser des questions sur la technologie, la manière dont on crée de la technologie, pour qui on crée de la technologie, etc., etc., etc. Du coup, finalement, l'afrofuturisme, c'est assez large. Mais pour résumer un petit peu, la définition et l'idée pour moi, c'est comment imaginer des futurs différents, mais possibles, à partir de perspectives justement émanant de personnes africaines-américaines, parce que dans cette histoire, elles ont toujours été considérées comme des marginales. Du coup, puisque ce sont des marginales, bah, elles sont aussi capables d'imaginer des futurs vraiment différents et qui peut-être nous sauveraient un peu de la merde quotidienne. En tout cas, ça, c'est mon avis. Après, juste pour la petite parenthèse avec Black Panther, pourquoi est-ce que je considère que c'est pas un très très bon film? C'est parce que enfin, pas un très très bon film dans l'absolu, ça je m'en fiche, mais pas un très bon exemple d'afrofuturisme. C'est que je trouve que pour le coup, Black Panthers, il est vraiment, c'est ce que je qualifiais. Il utilise en fait les codes du futur qui sont déjà les mêmes. On a dit que Black Panther était un film féministe. Non, le héros est quand même un homme. Oui, il y a plus de femmes, mais pour moi, ça va pas du tout assez loin. Black Panther, mine de rien, je trouve que c'est quand même un film hyper capitaliste à l'intérieur même de son histoire. Je veux dire, le Wakanda travaille sur l'extraction des sols. Hello les gars, on a dit que c'était l'écologie, qu'il fallait qu'on arrête juste de puiser dans la terre. Du coup, toutes ces pensées-là, pour moi, elles ne sont pas alternatives. Et comme elles ne sont pas alternatives, elles ne sont pas afrofuturistes. D'accord. Ben, merci de nous avoir éclairé sur l'afrofuturisme. Maintenant, on va parler du collectif que tu as créé. Donc, c'est Blacks to the Future. Est-ce que tu peux nous le présenter, nous dire en quoi ça consiste? Ouais. Du coup, en BSTTF, donc Blacks to the Future, je l'ai lancé en 2015. Et ça a pas mal changé. Disons que le collectif a, pareil, il a pas mal évolué en fonction des personnes qui y sont rentrées, en sont parties, sont venues le transformer. Et disons qu'au début, l'idée était vraiment, bah, je sais pas, je finissais concrètement mes études, j'avais du mal à trouver un taf, mais voilà, je me suis dit, je vais commencer à faire des choses. Et justement, j'en avais un peu marre qu'on nous rabatte un peu les oreilles de la même manière sur une sorte de poverty porn de l'Afrique qu'on connaît, de cette catégorisation des personnes d'ascendance africaine, un peu tout ce que j'ai raconté.
Et l'idée avec Black to the Future, c'était de réunir des personnes qui soient à la fois des artistes, mais aussi des chercheurs, des chercheuses, des activistes, des journalistes, mais aussi des personnes de la com. En fait, toute personne qui, à un moment donné, aurait, je sais pas, des skills, des outils qu'il ou elle aurait envie de partager et mettre en commun pour essayer de montrer d'autres images de l'Afrique, d'autres images de l'africanité, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment l'idée, que BSTTF soit d'abord une plateforme de diffusion pour d'autres récits. Et puis, au fur et à mesure, parce qu'on a aussi toutes et tous grandi et que finalement les choses se sont affinées, BSTTF est beaucoup moins devenu un espace de diffusion de projets qu'un espace de création de nos propres projets. Ce qui veut à la fois dire qu'on... Ah oui, pardon, entre-temps, c'est important pour expliquer la bascule. Entre les deux, on a mis en place 2 festivals qui étaient à Paris, à Petitban, et qui étaient assez foufou parce que clairement, on les a. La première fois, on a eu une aide de la mairie de Paris. La deuxième fois, on l'a complètement autofinancé, juste avec toutes nos potes. Enfin, je les remercie encore aujourd'hui parce que c'était incroyable. Et à chaque fois, c'était un festival de 2 jours avec des personnes assez jeunes, mais aussi des profs qu'on invitait ou des artistes à qui on proposait ce projet et qui ont accepté de manière assez miraculeuse. Et l'idée, c'était de proposer justement des moments où on puisse assez simplement se retrouver, réfléchir ensemble, parce qu'il y avait des moments de talk justement un peu académiques ou etc., mais aussi montrer des projets de films, des courts-métrages. Il y avait de la performance, il y avait de la danse et il y avait du club. Parce que l'idée, c'était aussi de pouvoir s'amuser et juste transpirer ensemble. Donc ça a été hyper cool. Et je pense que le fait justement de créer ces espaces-là de communauté, et donc vraiment une communauté au sens de personnes qui ont envie et qui acceptent de se mettre en commun, et pas juste de communauté comme des grosses étiquettes, là, vous faites partie d'une communauté, mais que j'ai pas peut-être choisie, tu vois. Bah là, on faisait nos propres communautés. Et ça, c'était hyper jouissif. Et du coup, bah, le collectif a aussi évolué de sorte qu'on est devenu de plus en plus d'artistes-chercheurs et que maintenant, je pense qu'on fait moins de choses grand public, entre guillemets, pour essayer de se concentrer en fonction des opportunités sur des petits projets qu'on essaye de mettre en place les uns, les unes, les autres. Voilà. Et je parle beaucoup, je sens que tourne. Donc maintenant, on va parler un peu, vu que tu es artiste, curatrice et tu fais une thèse en philosophie. Alors, est-ce que l'art serait quelque part un moyen d'amener les visiteurs ou ceux qui viennent voir des œuvres, une expo, à avoir une réflexion philosophique sur ce qu'ils vont voir? Ressortir de Euh, là, je sais pas. j'ai envie de te dire oui, euh, mais il y a 2 trucs. C'est que d'une, je pense pas que l'art, ce soit juste des choses qu'on voit dans des espaces type musée ou exposition. Enfin, je trouve ça hyper important, en fait. C'est tout con, mais je sais pas, ma maman qui fait un plat et qui va inventer quelque chose, en fait, ouais, c'est de l'art et c'est de la création. Et pour moi, c'est aussi important que n'importe quel artiste qui ferait une pièce à 300 millions de dollars. En fait, c'est super important de le rappeler. Et d'autre part, la philosophie, c'est pas juste se poser comme ça et se faire. En fait, la philosophie, c'est juste penser nos situations tout le temps. Je pense que tout le monde s'est appelé à un moment donné en se disant putain, c'est ouf ce qui est en train de se passer, on est dans le confinement, qu'est-ce que ça veut dire pour telle ou telle personne? Mais est-ce que tu te rends compte? Il y a toutes ces travailleurs et ces travailleuses, les personnes qui sont à la rue. En fait, ça, c'était déjà de la philosophie. Du coup, à partir de là, ouais, je crois qu'il y a tout le temps une rencontre entre création et réflexion. Après, si on veut appeler la création de l'art, pourquoi pas? Et si on veut appeler la réflexion de la philosophie, pourquoi pas? Mais... Ouais, je vois. C'est. Du coup, maintenant, on va parler de tes œuvres. Tu vas nous présenter quelques œuvres que tu as faites. Donc, normalement, elles vont s'afficher à l'écran. Donc, la première, c'est Terrain vague.
un photomontage que tu as fait avec, Josepha, Ntjam, si j'écorche pas le nom. Encham, Donc, ouais. Ntjam, donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de enfin, tu peux nous la présenter? Ouais. Alors, du coup, ces photomontages, ils datent déjà de 2017-2018, donc ils sont assez anciens, on va dire. Mais je les ai choisis parce que l'idée était aussi de parler un peu de cartographie, d'imaginaire. Et alors, pour parler rapidement de la technique du photomontage, en fait, photomontage, c'est un peu ce qu'on appelle aussi du collage digital. Et c'est une pratique que et Josepha Encham et moi, on a en commun. Josepha est une artiste de ouf dont je vous invite vraiment à aller regarder le travail. Euh, et cette série, en fait, justement, Terrain vague, dans la première, on peut voir qu'on a essayé de, ouais, je sais pas, de fusionner ou de créer un peu des paysages comme ça, fictifs et politiques. Le premier, en fait, on a repris des images du périph' de Paris qu'on est venu intégrer à l'intérieur d'une espèce de montagne un peu surréaliste qui pourrait être la montagne d'une autre planète, etc. La deuxième, on est venu un peu de la même manière. On a récupéré une image de la grande mosquée de Dakar qu'on est venu faire travailler avec un satellite et un bout de planète en fond. Alors, je ne sais pas, moi non plus, si vous voyez bien les images, mais au pire, vous les verrez plus tard. Et, euh, et l'idée, en fait, c'était de se dire que, et à nouveau, c'est cette idée aussi de l'afrofuturisme, que on peut s'amuser à pousser les choses, à les déplacer très loin, mais c'est aussi une manière de voir les choses du commun différemment. En fait, cette bretelle du périphérique, oui, à un moment donné, c'est une séparation. C'est une séparation historique, c'est une séparation économique, c'est une séparation de la manière dont la loi va s'appliquer sur telle ou telle population, etc. Mais c'est aussi un espace qu'on doit pouvoir s'approprier. On peut aussi décider que regarder un périphérique, c'est pas juste regarder la merde et la misère. On a tout à fait le droit de se dire qu'en fait, de l'autre côté de ce périphérique, au contraire, il va se passer des choses qui sont géniales et qui vont être des choses qui sont aussi folles que, je sais pas, aller découvrir un autre espace sur une autre planète. Et du coup, l'idée, en fait, de Terrain vague, c'était d'essayer de se dire, et si on sortait un peu des lieux communs, donc cette idée des espaces complètement galvaudés, pour essayer de recréer des terrains vagues, c'est-à-dire des espaces qu'on peut construire comme on le souhaite. Donc c'était un petit jeu de mots là-dessus. Voilà. Enfin, D'accord. Bon, du coup, c'est très intéressant, la manière dont ça a été fait et de voir un peu comment ça se passe, dans la création, artistique, et tout ça. Donc, tu as aussi cartographié, Kinshasa pour une, biennale. Donc c'est une mhm. exposition, c'est bien ça? Une biennale? Ouais, Une une expo? biennale. Ouais, en fait, une biennale, c'est une foire d'art contemporain qui a lieu généralement dans une ville. Et c'est biennale parce que c'est tous les 2 ans. D'accord. Et donc du coup, la thématique de cette biennale, c'était, Congographie. Et donc tu as fait la cartographie de Kinshasa, qui est une ville au Congo. Et normalement aussi, elle va s'afficher sur votre écran. Et du coup, dans quel état d'esprit tu étais quand tu l'as fait, en fait? Alors, du coup, c'est un peu particulier dans le sens où c'était une commande des 2 commissaires, justement de la biennale, qui connaissaient déjà mon travail et avec qui, j'ai eu l'habitude de bosser. Hem, Entre autres parce que l'une des 2 commissaires, Yala Kisukidi, est, aussi une de mes directrices de thèse et elle est philosophe, du coup, voilà, on a l'habitude de taffer ensemble. Et finalement, voilà, ça a été un peu fait à l'inverse. C'est elles qui sont venues en me disant, bah voilà, nous, on va travailler sur cette idée de la cartographie. Et c'est comme ça que j'ai essayé d'imaginer des choses. Donc, à vrai dire, moi, au départ, je leur ai fait plusieurs propositions assez différentes de manière de cartographier ou de penser la cartographie de la ville. Et ensuite, on a choisi ensemble cette direction et la manière d'aller là. Alors, pareil, c'est à nouveau un photomontage où je suis allée chercher une ancienne carte
finalement coloniale de la ville que j'ai complètement effacé ou que j'ai fait, comment dire? Un peu fondre à l'intérieur d'un plan de la ville, aujourd'hui et d'une vue, d'une rue de la ville aujourd'hui. L'idée était vraiment d'essayer de, comment dire? De mettre un peu le poids de cette structure ou de cette architecture coloniale en arrière-plan d'une réalité nouvelle qui est celle de la ville aujourd'hui, on va dire. Voilà. Et du coup, bah, quelles sont tes inspirations? Est-ce que tu as eu des rencontres marquantes dans ton parcours qui t'ont Plein, inspirée? plein, trop. Hem, non, mais du coup, pour faire, «rapide» entre guillemets, je vais surtout parler, des personnes que j'ai rencontrées via le collectif, en fait. Parce que mine de rien, toutes ces personnes-là, bah, à nouveau, ce sont devenus juste, des amis hyper chers et je pense que ce qui est assez beau encore dans le collectif, c'est que juste on est une team de jeunes et on essaye de se tenir, de se serrer les coudes et de se pousser et ça, c'est assez génial et de voir aussi aujourd'hui comment est-ce qu'on arrive à se situer dans des endroits. Du coup, ouais, j'aimerais bien citer, bah, Josépha, je l'ai dit, Tarek Lakrissi, qui est un artiste, plasticien, mais aussi, poète, écrivain. Je pense à Fallon Mayanja, qui est une artiste sonore. Je pense à Nicolas Pyrrhus, qui est vidéaste, et qui fait de la 3D, mais pas que. Je sais pas, Eden Tinto Collins, qui elle est sortie des Beaux-Arts, qui a fait un super film qui s'appelle Woman, mais qui fait aussi, de la musique et du chant. Je pense à, Kenny Tegia, qui est un artiste aussi, vidéo et qui en plus, s'intéresse et questionne beaucoup la question du validisme parce que lui, il est sourd et de voir aussi, comment est-ce qu'on oublie beaucoup aussi, on invisibilise beaucoup, la question des handicaps aussi dans, nos questionnements, des questions justement, de classe, de race, de genre et bah, voilà, repenser aussi la question du validisme, c'est hyper important. Ouais, je pensais à Kyo Kim, qui est encore étudiant aux Beaux-Arts de Bourges, mais qui est génial. Enfin, bref, je sais pas, tu vois? Il y en aurait Ouais, plein. ça fait beaucoup d'inspiration ça. Et en ce moment au labo, on travaille un peu sur la thématique, de l'imaginaire et donc du coup, dans ta pratique artistique, quelle est la place de l'imaginaire, dans ce que tu fais? Hem, je dirais que c'est pas en plus que dans ma pratique artistique, mais c'est aussi, précisément le sujet de ma thèse. Hem, En fait, pour moi, j'ai un peu l'impression que et ce qui m'intéresse dans l'afrofuturisme et pourquoi je fais tout ça et pourquoi j'ai raconté tout ça, c'est qu'en gros, moi, je veux me battre pour d'autres imaginaires. J'en ai un peu marre, qu'on soit encore dans un imaginaire où le futur est colonial. Enfin, je le disais, c'est cette idée de la conquête, c'est cette idée, d'aller, faire des nouvelles colonies sur Mars. En fait, c'est toujours utiliser le même langage, c'est toujours utiliser cette même manière où on pensait que l'être humain est au-dessus de tout et qu'il peut complètement, assassiner ou asservir, ce qu'il veut quand il veut. Et l'idée, elle est vraiment de sortir de ces imaginaires-là et du coup, bah, d'aller puiser, ouais, dans d'autres passés, dans d'autres présents, pour essayer d'emmener de nouveaux imaginaires, quoi. Du coup, ouais, elle est hyper importante. Enfin, voilà. Et donc pour finir, dernière question, bah, toi qui imagines un peu le futur, aujourd'hui avec la situation actuelle, comment tu l'envisages? Et est-ce que ça a fait évoluer tes réflexions d'être confiné, d'être face à cette crise? Hem, alors j'envisage pas un futur. Enfin, je trouve ça aussi, justement, si j'essaye de sortir du fait que à chaque fois, on nous donne juste une option sur le futur. Alors, le Ouais. futur, ça va être, ouh, ceci. Bah non, j'en sais rien. Ce qui est intéressant avec le futur, c'est de continuer à démultiplier des futurs pour se donner plus de chances qu'il se passe des choses, intéressantes pour un maximum de gens. Du coup, je vais un peu me refuser à jouer cet exercice de comment j'envisage le futur. Et par rapport à la situation et la crise dans laquelle on est,
Après, c'est assez personnel, mais moi, je crois que cette crise, elle invente rien. Par contre, cette crise, elle est en train de mettre en lumière tout un tas de problématiques qui étaient déjà là, mais qu'on se refusait ou qu'on n'était pas capable ou qu'on n'avait pas le temps de voir tant qu'elles n'étaient pas prises dans cette échelle. Et tout d'un coup, on se retrouve un peu, ah ouais, bah merde, en fait, c'est la merde. Et je sais pas, mais je pense que ce qui peut être chouette, c'est qu'on essaye de vraiment essayer de penser ces choses jusqu'au bout. Et je pense qu'il y a d'abord un temps avant d'imaginer un futur, qui est juste de vivre et de survivre ce futur. Et puis, il y a tellement de personnes pour qui ce confinement, c'est déjà suffisamment l'horreur. Je ne vais pas leur demander à elles et à eux, en plus d'essayer d'anticiper quoi que ce soit. Enfin, il y a tellement de familles qui, quand ça va revenir, vont juste être à se battre pour survivre. Et ça va être encore plus la galère. Bah ouais, elles et eux, déjà, rien que survivre, ça va être une vraie question de futur, tu vois. Et pour celles et ceux qui, comme moi, ont un peu plus d'espace mental ou un peu plus voilà, de temps, bah, je pense qu'il faut qu'on continue surtout à questionner les choses qu'on était déjà en train de questionner. En fait, il n'y a pas de nouvelles choses à prendre en compte aujourd'hui. Cette merde dans les hôpitaux, elle était déjà là depuis des années. En fait, la manière qu'on a comme ça de se rendre compte qu'il y a une France à plusieurs vitesses, c'est pas le coronavirus qui les a inventés, ces choses-là. Et du coup, je pense voilà, enfin, en tout cas, moi, j'essaye vraiment de continuer à travailler les choses en lesquelles je crois, parce que je crois qu'elles n'ont pas changé, mais qu'elles se sont complètement là cristallisées. Et il faut continuer, il faut qu'on continue à se retrouver. Et en même temps, je ne crois pas en une révolution. Hein. C'est pas parce que ça va être réouverture des maisons que les choses vont changer tout d'un coup. Par contre, je crois qu'il faut qu'on continue à faire changer les choses et surtout qu'on n'oublie pas. Parce que ça, c'est aussi un risque que juste on aille boire des coups dans des jardins et qu'on se dise ah, c'est fini. Mais non, qu'on essaye vraiment de continuer à travailler à partir de ça. Je pense que ça va être important. Voilà. Bah, merci pour ce beau message de fin et pour cette interview. Bah, merci à Donc, toi. cette interview et ce live touchent à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Mawena, peut-être qu'on peut te retrouver sur ton site internet. Ouais, ouais, ou sur Insta. Ouais, Il y a les voilà. deux. Et donc, bah, n'oubliez pas que le labo a toujours fait un appel à contribution pour produire des productions en tout genre. Et merci à tous et bonne soirée. Prenez soin de vous. J'ai bugué. Salut.